Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre émission Sur la brèche. L'invité de ce dimanche est un ancien de l'École polytechnique de Paris. Ingénieur des mines de formation, Philippe Ouédraogo est aussi un homme politique. Ancien syndicaliste, ancien député, ancien ministre sous la RDP, la Révolution démocratique et populaire, ancien président du Conseil économique et social, Philippe Ouédraogo est l'actuel président du PDS MEDBA, le Parti pour la démocratie et le socialisme, parti des bâtisseurs. Monsieur Ouédraogo, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'était naturel. Il n'y a pas beaucoup de Burkinabés qui peuvent se targuer d'être passés par l'École polytechnique de Paris. Et pourtant, vous avez eu la chance d'y faire vos classes, ou disons plutôt, vous aviez la tête pour faire votre entrée à Polytechnique. On dit de vous que vous êtes une grosse tête, et pourtant, en politique, vous n'avez pas été véritablement une grosse pointure sur l'échiquier politique burkinabé. Si on se réfère bien entendu au score que vous avez réalisé aux différentes consultations électorales auxquelles vous avez participé. Est-ce que l'explication tiendrait au fait que la politique n'est pas mathématique? Bon, je pense que faut simplement dire que la politique est différente des mathématiques, comme elle est différente de beaucoup de choses. La politique suppose que vous obtenez l'adhésion de la population, de larges masses, et que vous arrivez à les convaincre finalement de voter pour vous, pour votre parti, etc. Eh bien, si vous ne réussissez pas, vous ne réussissez pas. Et ce n'est pas une équation mathématique à résoudre. Non, je pense que la politique est différente finalement donc, des études. Qu'est-ce qui explique que vous n'ayez pas véritablement, on va dire que vous n'avez pas réussi à convaincre les Burkinabés? Vous savez, ce n'est pas une affaire individuelle, hein, parce que le succès en politique dépend de beaucoup d'éléments, et en particulier de l'organisation dans laquelle vous êtes. Vous savez que beaucoup de gens vont dans les partis majoritaires, comme on dit, simplement parce que leur positionnement dans ce parti est dès le départ un facteur extrêmement favorable pour leur propre succès électoral. Alors, si vous êtes dans une organisation qui n'est pas une grande organisation, qui n'est pas un grand parti, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a même pas les ressources humaines nécessaires peut-être pour couvrir vos ambitions, vous avez certainement beaucoup moins de chances de réussir en politique qu'un autre parti qui disposerait d'atouts différents. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent finalement qu'on ne réussisse pas en politique, du moins si on se réfère aux résultats électoraux. Vous totalisez au bas mot une cinquantaine d'années d'engagement et de lutte politique. Si vous regardez dans le rétroviseur aujourd'hui, à bientôt 75 ans, est-ce que vous avez le sentiment que votre engagement, que votre combat a été quelque part utile au Burkinabé et au Burkina Faso? J'espère. En tout cas, j'espère qu'il a été utile, puisque finalement, je me suis engagé dans ce combat avec la conviction qu'il est utile, avec la conviction qu'il faut s'y tenir parce que cela correspond aux intérêts des populations. Et je me suis tenu pendant toutes ces années et j'espère que ça a été utile pour tous ceux qui ont pu m'approcher, qui m'ont entendu, et qui m'ont fréquenté et avec lesquels donc, j'ai eu à discuter des questions politiques ou avec lesquels simplement j'ai eu à travailler dans différents secteurs. Vous n'êtes pas un cas isolé. Je pourrais citer le professeur Joseph Kizerbo, je pourrais citer Cheikh Anta Diop, des gens qui intellectuellement ont été brillants, mais qui finalement en politique n'ont pas véritablement réussi à s'imposer. Comment est-ce que vous expliquez? Non, je n'ai pas d'explication pour ça. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des facteurs qui peuvent expliquer un succès politique ou un succès électoral. Si ces facteurs n'existent pas, malgré la justesse de votre combat, malgré éventuellement la justesse de vos thèses, vous n'allez pas réussir.
Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Les facteurs pour un succès électoral, pour un succès politique n'ont pas existé. Cela dit, il est des événements ou des moments pour lesquels finalement donc, on a considéré que le parti dans lequel j'étais, c'était le PAI, eh bien, a quand même réussi politiquement. C'était notamment dans le cadre de l'avènement, des luttes pour l'avènement de la révolution du CNR. Donc, l'opinion répandue à cette époque était que c'était aussi un succès du PAI. Alors, donc, on ne peut pas dire que tout a été négatif au plan du succès électoral. Est-ce que vous irez jusqu'à penser que le mode de dévolution du pouvoir sur le continent, notamment par les élections telles que les processus démocratiques, disons tels qu'ils sont engagés aujourd'hui, n'est pas nécessairement la mieux adaptée, on va dire, pour permettre, disons, l'explosion d'un certain nombre d'idées novatrices qui permettent de faire la politique sur le continent? Je crois que je n'irai pas jusque-là. Je pense finalement que la conception démocratique qui prévaut aujourd'hui de plus en plus et qui se traduit notamment par le pluralisme politique, les élections, si elles peuvent être honnêtes et bien organisées, ce sont des choses finalement donc, que j'accepte et que je considère comme bonnes pour notre pays et pour notre peuple. Par conséquent, je ne remets pas en cause, si on peut dire, le mode de dévolution du pouvoir tel qu'il est aujourd'hui pratiqué dans les pays qui se veulent démocratiques. Mais ce que je dis, c'est que finalement, ce n'est pas le mode de dévolution qui assure ou pas votre succès en politique. Et je crois que c'est ça la réalité qui explique finalement mes résultats, qui explique les résultats de mon parti, qui explique beaucoup de choses. Mais ceci dit, si mon parti n'est pas au pinacle, n'est pas parmi les premiers, et il n'est pas non plus parmi les derniers. Donc ça veut dire que le travail politique, le dévouement des militants et de ces cadres, finalement, ça paye aussi. Peut-être pas autant qu'on aurait souhaité, mais enfin, ça paye aussi. Et je pense que on peut se considérer comme, je ne dirais pas satisfait, mais quand même suffisamment bien récompensé des efforts que l'on a faits. Mais ces efforts n'ont pas donné les résultats qu'on escomptait. Vous avez fait référence tantôt à l'avènement du CNR comme étant un succès, en tout cas du PAI. Vous avez vécu l'expérience, en tout cas de la gestion du pouvoir comme ministre de l'équipement et de la communication, c'est ça, dans le premier gouvernement de la Révolution. Mais je crois savoir aussi que vous avez été débarqué du train de la Révolution avec vos camarades de la LIPAD PAI, après donc un an de pouvoir révolutionnaire pour raison de divergences politiques et idéologiques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet épisode de l'histoire sociopolitique? Vous savez tout. Donc, au départ, finalement, donc, du régime, nous étions assez bien, je dirais, installés, ou en tout cas, nous participions bien à ce régime, mais chemin faisant, assez rapidement d'ailleurs, des divergences sont apparues sur la façon, finalement, donc, de mener la politique, de mener les transformations, de responsabiliser les gens, de faire confiance aux populations. Et ces divergences, finalement, donc, ont conduit à une séparation entre nous-mêmes, PAI à l'époque, et donc le reste du CNR, c'est-à-dire principalement les militaires du CNR. Et par conséquent, tout logiquement, cette divergence, ce désaccord s'est traduit par notre sortie du CNR. Nous avons été débarqués, mais c'est un débarquement que nous trouvions tout à fait logique et inéluctable à partir du moment où finalement donc, les divergences se sont exprimées et que nous avions eu l'occasion finalement donc, de dire ce que nous pensions de ce qui se faisait. Bon, quelle explication complémentaire donner? Non, je pense que nous avons eu à différentes occasions la possibilité donc de rappeler
ce qui nous différenciait de ceux qui conduisaient la révolution à ce moment-là et qui par conséquent justifiaient que nous ne soyons plus ensemble pour travailler. Il y a de cela quelques jours, le docteur Valère Somé nous quittait. Il est considéré comme l'un des idéologues du CNR et le rédacteur en chef, en tout cas, du DOP, le discours d'orientation politique, qui était en quelque sorte la Bible de la Révolution d'Août. Je crois savoir que vous étiez du comité d'élaboration, en tout cas, de ce discours d'orientation politique-là. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé concrètement? Bon, pour autant que je m'en souvienne, hein, puisque le débat, la question est revenue plusieurs fois, et je crois que personne n'a contesté à Valère Somé la responsabilité d'être l'un des premiers rédacteurs, l'un des principaux rédacteurs du DOP. Mais sinon, comme vous dites, il y avait un comité de rédaction chargé de réfléchir sur l'orientation, le document d'orientation, et de proposer finalement donc un projet à l'examen du CNR. Et nous avions en particulier comme date limite pour donc faire produire notre travail la fin d'octobre, puisque finalement le président Sankara devait effectuer un voyage en France et il souhaitait pouvoir annoncer le discours d'orientation politique qui allait fixer les orientations du régime avant ce voyage, qui a eu lieu en fin octobre 1983. Donc moi j'ai participé, je crois, à la première réunion qui devait fixer les éléments de ce DOP. Enfin, on n'avait pas forcément appelé DOP à ce moment. Et je n'étais pas le seul. Il y avait d'autres personnalités comme Blaise Compaoré lui-même, et puis certainement d'autres dont je ne me souviens pas exactement, mais il y avait effectivement Valère Somé qui s'est proposé d'être le rapporteur du comité dès le départ, ce que nous avions accepté. Et par conséquent, comme peut-être Blaise Compaoré et moi-même ne étions pas très disponibles, hein, moi-même je devais, je crois 2 jours plus tard, après la première réunion, d'évancer le président Sankara en France, ça a fait finalement que je n'ai participé, je crois, qu'à la première réunion, ou en tout cas au maximum à 2 réunions. Et par conséquent, le gros du travail, de la réflexion, on l'a laissé finalement donc à Valère Somé. Bien sûr, nous avons participé aux discussions pour définir les grandes orientations, pour nous mettre d'accord sur la façon dont le document pouvait être structuré et tout ça. Mais, disons, le travail de rédaction, il l'a accompli pour l'essentiel. Et par conséquent, lorsqu'il dit qu'il l'a rédigé, on peut dire que c'est vrai. Ceci dit, ce comité avait juste la responsabilité de préparer un projet, et ce projet devait être avalisé par le CNR et endossé par le président du CNR. Par conséquent, vous savez, la paternité des documents officiels, c'est une chose sur laquelle normalement on ne revient pas souvent. On la laisse toujours à celui finalement qui a endossé officiellement ce document. Donc théoriquement, c'est le président Sankara qui est normalement l'auteur de ce document, même si dans la pratique, ça a passé par un travail fait par d'autres. C'est comme ça. On a encore en mémoire la bataille féroce que vous avez livrée contre Soumane Touré pour le contrôle du PAI. Plus près de nous, c'est la succession houleuse de Amar Arba Diallo à la tête du PDS qui s'est soldée par une fracture et le départ d'Étienne Traoré. In fine, lors du dernier meeting de campagne du président Roch Kaboré au stade du 4 août, on a vu cette image où vous étiez à côté d'Étienne Traoré, parce que dans le fond, vous soutenez tous les deux la candidature donc, du président Roch Kaboré. Est-ce que vous direz que ce qui vous unit est plus que ce qui vous divise? Ce qui m'unit à qui? Ce qui vous unit, je parle d'Étienne Traoré. Ah. Je parle des dissensions et des bisbilles qu'il y a eu. Comme vous avez évoqué Soumane Touré au départ et tout ça, donc il y avait plusieurs possibilités d'union ou de désaccord. Non, je parle précisément de... Vous savez, je ne crois pas que ce soit tout à fait juste de dire que
il y a eu des problèmes véritablement pour la succession de feu Amar Diallo. Vous savez, j'avais donc pris la décision en 1972 au congrès du 31 mars 2012, qui devait consacrer la création du PDS-METBA par la fusion de différents partis, dont le PAI, le PDS, face au METBA, la LCB, pour créer donc ce parti-là. J'avais pris la décision donc de me retirer de l'exécutif du parti. Et j'estimais que mon âge, effectivement, m'autorisait à prendre du recul et à laisser donc d'autres assumer la direction, et notamment les plus jeunes, que nous préparions depuis plus d'une dizaine d'années à ces responsabilités-là. Alors, il s'est trouvé que, malheureusement, le président Amar Diallo est décédé, que tout naturellement, son premier vice-président, qui était Étienne Traoré, pouvait logiquement considérer qu'il devait assurer la présidence du parti à l'issue du congrès qui avait cet élément comme objectif. Mais il s'est trouvé aussi que un certain nombre de camarades, pour ne pas dire beaucoup de camarades, ont estimé finalement qu'il n'avait pas le profil nécessaire, ni la personnalité, et si je peux dire aussi l'entre-gens, pour assumer cette responsabilité. Et au finish, finalement, donc, m'ont demandé d'assumer au moins provisoirement la direction du parti. Est-ce que dans le fond, ce qui était reproché à Étienne Traoré, ce n'était pas lié au fait que ce n'était pas un PAI originel? Ah non, c'est ça. On n'avait pas de divergence. On n'a pas eu, un repli sectaire de ceux qui à l'origine étaient PAI pour ne pas permettre à Étienne, qui pourrait être considéré comme un halogène, de prendre la tête du parti. Ça peut être une explication que certains peuvent trouver, mais ce n'était pas les éléments. Les éléments tenaient plus au comportement qui était reproché à Étienne Traoré par rapport aux autres camarades qui étaient de la direction du parti, et comportement donc qui s'était manifesté durant les 2 années durant lesquelles ils ont travaillé ensemble. Donc il n'y avait pas de divergence politique particulière, il n'y avait pas de reproches spécifiques qui soient faits sur la ligne qu'il aurait voulu suivre. C'était essentiellement donc sur son caractère et son comportement vis-à-vis des uns et des autres que les critiques portaient. Alors donc, je pense que peut-être que certains ont pu penser que c'était le fait qu'il n'était pas originellement PAI qui était à la base finalement donc d'une candidature de ma part. Ce n'était pas du tout ça. Quand vous regardez la trajectoire qui a été la vôtre, est-ce que vous avez le sentiment, disons, d'avoir consacré beaucoup de temps et d'énergie dans les querelles politiques du CNR à la 4e République? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez de vous interroger sur l'utilité, on va dire, de toutes ces batailles-là? Divergence idéologique au sein du CNR, vous êtes parti avec je pense que quand une bataille se présente, oui, quand on n'est pas d'accord, il faut dire qu'on n'est pas d'accord. Et quand une bataille se présente, il faut participer à la bataille parce qu'on est concerné et qu'on a été un des éléments, si on peut dire, qui ont conduit à cette bataille-là. On ne peut pas se dérober. Donc, je ne veux pas aujourd'hui dire que je regrette finalement ceci ou cela. Parce que finalement, je crois que toutes les batailles auxquelles j'ai participé, je pense que ça valait le coup. Maintenant, peut-être que toutes les batailles n'étaient pas fondamentales, mais toutes les batailles valaient le coup. Auxquelles, je ne sais pas à quelle bataille vous pensez particulièrement, mais les querelles que nous avons eues, les différences que nous avons eues... Querelle avec Souman Touré, une bagarre... Bon, ce n'est pas le début des querelles. Hein. On a d'abord bataillé durant notre période de clandestinité,
jusqu'à être reconnu officiellement en 1991. Donc ça a quand même été 28 années également de combats politiques et donc de querelles. Et quelquefois, on s'est retrouvé avec, avec des prises de bec ouvertes avec tel ou tel leader politique. Ensuite, finalement, il y a toutes les batailles qui ont servi bien souvent à préciser, si on peut dire, votre propre orientation. Qui servent bien souvent à préciser votre propre orientation. Ou qui servent également donc à vous délimiter par rapport à d'autres. Et par conséquent, les batailles ont leur utilité et s'il faut les mener, il faut les mener. Je pense qu'elles ont été utiles et que ça a permis aussi donc de mieux faire connaître notre parti et de mieux faire connaître nos positions et de rallier aussi finalement nos positions certaines personnes, personnalités ou même des organisations. Alors, tenant du pouvoir puis opposant, on va dire que vous avez connu les délices du pouvoir et la rigueur de l'opposition. Comment est-ce que le PDS METBA se sent aujourd'hui dans cette majorité présidentielle aux côtés de ceux qui étaient leurs adversaires d'hier? Alors, je ne sais pas si on peut parler de délices du pouvoir. En tout cas, moi, je ne me suis jamais roulé dans les délices du pouvoir. La seule période où j'ai été... bon, vous savez, j'ai été un quasi-ministre lorsque j'ai été haut-commissaire au plan en 1973. Oui. Ensuite, j'ai été ministre de l'équipement et des communications, mais il n'y avait pas de délices. Demandez à tous ceux qui ont été ministres sous la Révolution, c'était pas des délices d'être ministre à ce moment. Il y avait une exigence dans le comportement, dans la façon de travailler, dans le travail, dans les rapports avec les gens, et puis sans souligner qu'il n'y avait pratiquement pas d'avantage. Par conséquent, on ne peut pas parler de délices du pouvoir, en tout cas pour ce que moi j'ai connu. Peut-être que lorsque j'ai été président du Conseil économique et social, les choses étaient un peu améliorées, mais ce n'était guère comment dire, c'était guère très avantageux, faut être précis. Aujourd'hui, je suis effectivement revenu dans une majorité présidentielle. Vous étiez fatigué de l'opposition? Oh non, c'est parce que tout simplement, nous n'avons pas été en mesure de présenter notre propre candidat d'abord en 2015 et que nous avions estimé que nous pouvions soutenir la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré. Que cette candidature, la personnalité de l'homme également, nous l'acceptions et considérions qu'effectivement, non seulement de toutes les candidatures, elle se présentait comme la meilleure, mais également que nous pouvions peut-être très certainement plus facilement cheminer ensemble, travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé donc de soutenir sa candidature. Aujourd'hui, nous sommes dans la majorité présidentielle, je ne sais pas ce que les gens s'imaginent, mais être dans la majorité présidentielle, ce n'est pas non plus se rouler dans les délices du pouvoir. Ça veut dire que normalement, il faut être capable de travailler ensemble, il faut être capable d'harmoniser aussi les manières de travailler des uns et des autres, et être capable, si on peut dire, d'assurer une synergie entre ceux qui exercent effectivement le pouvoir et puis ceux qui, à côté, finalement, sont normalement prévus pour conseiller, critiquer en interne, etc. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait une bonne affaire? Non, d'abord je veux dire que tout ne se passe pas forcément très bien. Pour ceux qui, par exemple, ont suivi l'échange de vues en début d'année 2017, nous avions en particulier souligné le fait que la majorité présidentielle n'était pas organisée et ne disposait pas, si on peut dire, de texte qui la structure et qui définisse finalement sa façon de travailler. Et par conséquent, elle travaillait un peu sur l'invitation des urgences qui se présentaient. Et donc, elle n'avait pas elle-même, si on peut dire, l'initiative de son programme de travail et de sa façon de travailler. Et cette situation n'a pas fondamentalement changé. Et nous avons toujours beaucoup de critiques et de revendications aussi, d'ailleurs, pour l'amélioration
de la façon dont nous devons assumer notre statut de parti de la majorité présidentielle. C'est la transition pour... Est-ce qu'on peut conclure, comme vous dites, qu'il y a matière à déception? Non, je pense que bien s'organiser pour travailler n'est jamais facile. Il faut non seulement qu'il y ait un accord de part et d'autre, mais il faut également qu'entre tous ceux qui se retrouvent et qui ne se connaissaient pas forcément auparavant, pour travailler ensemble, qu'on prenne le temps de s'accorder, de se comprendre et d'accepter un minimum de règles de travail en commun. Alors donc, ce sont les difficultés de la situation. Vous savez en plus que exercer le pouvoir, ce n'est jamais très facile, surtout quand vous avez à l'affût une opposition qui exploite finalement donc la moindre difficulté pour vous tomber dessus après raccourci. C'est ce que vous avez fait il y a quelques années de cela. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je peux en parler avec connaissance de cause. Quand vous avez aussi d'autres organisations qui sont là, qui ont des raisons souvent personnelles et subjectives finalement de ne pas être contents de telle ou telle situation et qui profitent donc de la situation aussi pour se faire entendre, c'est certain que ce n'est pas facile. Mais c'est comme ça qu'on exerce le pouvoir dans les conditions d'un État démocratique. C'est la transition toute trouvée pour entrer dans la critique de l'actualité de la semaine, à commencer par ce rapport du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, un rapport semestriel qui est tombé et qui dit que globalement, en tout cas pour les personnes sondées, les Burkinabés sont relativement satisfaits de la gouvernance MPP et alliée pour ce qui est de la santé et de la sécurité, mais par contre, pour ce qui concerne notamment l'emploi des jeunes et la lutte contre la corruption, on va dire que les personnes sondées émettent plutôt des avis assez défavorables. Comment est-ce que vous analysez, on va dire, cela? Non, je pense que ce sondage doit refléter la réalité. Hein. C'est sûr, finalement, que un pays comme le Burkina Faso, bloqué pendant plusieurs années, il faut le dire la vérité, il a beaucoup d'attentes. Et les différentes couches de la population ont des attentes qui sont diverses, qui sont multiples, qui se regroupent quelquefois. Et par conséquent, c'est normal que si on fait un sondage à un moment donné, qu'on constate finalement que pour certains ou dans certains secteurs, on considère que ce qui doit être fait est fait, et que dans d'autres, finalement, ce ne soit pas satisfaisant. Vous savez, ce problème du chômage des jeunes, c'est un problème très très ancien. Je me souviens que quand j'étais au CES, ce qui remonte quand même à loin, j'en avais fait finalement donc un des thèmes de nos sessions, le chômage des jeunes, et ça faisait déjà au moins une dizaine d'années que c'était un fléau. Alors, ce problème subsiste, il est certain qu'il ne peut pas être résolu en quelques mois ou en une année. Et par conséquent, c'est normal que dans ce domaine-là, les jeunes vous-même, candidat à la présidentielle de 2005, vous avez fait des propositions pour régler le chômage? Oui, pour atténuer le chômage et le réduire, mais ce n'était pas possible de le résoudre en un mandat. Certains. J'ai proposé effectivement un certain nombre de solutions pour fournir des emplois qualifiés permanents aux jeunes, mais certains finalement qu'avec l'accumulation du nombre de chômeurs, c'était difficile de résorber le chômage en quelques années. De la lutte contre la corruption, parlons-en avec le dernier rapport de l'autorité supérieure de lutte contre l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, donc qui dit qu'environ 31 milliards de francs CFA se sont en tout cas dissipés dans les méandres de la corruption au Burkina. C'est un chiffre qui vous interpelle? Il faut bien lire le rapport. Hein. Je n'ai pas lu le rapport en son entier. J'ai lu les résumés pour le compte de la que la presse en a donné, oui. Mais il faut quand même souligner à chaque fois, je pense que c'est bon pour la bonne compréhension des gens, qu'il s'agit finalement donc d'un audit qui
qui a concerné la période 2012-2014. Par conséquent, 2015 n'est pas concerné, a fortiori 2016, et par conséquent, il s'agit d'une situation passée. Alors, effectivement, la SCE regarde ce qu'il considère comme les détournements, ce qu'il considère finalement comme des dépenses sans justification, ce qu'il considère également comme les manquants de caisse. Et tout ça, donc quand il additionne tout ça, il trouve à peu près donc, les 31 millions, sans compter les dépenses qui ont été ordonnées. C'est la gouvernance économique d'une façon. Et c'est la gouvernance financière. C'est la gouvernance financière, essentiellement. Donc, qui était très mauvaise et très laxiste. Voilà. Donc, il faut réformer tout ça. Et il n'est pas impossible, effectivement, que ce laxisme ait persisté, parce que si ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent, qui sont toujours dans les mêmes institutions, qui continuent à gérer, elles vont probablement gérer avec les mêmes carences. Alors donc, ça veut dire qu'effectivement, si nous voulons une bonne gestion des fonds publics, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il faut faire un grand balayage. Moi, je n'emploierais pas peut-être des termes aussi extrêmes, mais je pense que ça veut dire qu'il faut bien redresser les choses. Il faut bien sûr que les critiques qui sont faites par la SCE soient suivies, que les recommandations sur la façon finalement de s'y prendre et les règles à respecter soient suivies, et que effectivement les premiers responsables donc assument la responsabilité de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, c'est-à-dire donc on doit les considérer comme étant les premiers fautifs. Et par conséquent, ils doivent le payer notamment en quittant leurs responsabilités. Sur le front judiciaire, en tout cas, les lignes ne bougent pas beaucoup en ce qui concerne les suites à donner à l'ensemble de ces dossiers de lutte contre la corruption. Ouais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Luc Marius Ibriga qui le souligne. Comment est-ce que vous analysez cela? Non, il dit, je pense que si j'ai bien compris de ce qu'on a dit de son rapport, il dit qu'il y a un certain nombre de dossiers qui ont été transmis à la justice, voilà, mais que la justice est lente. Et tout le monde sait que la justice est toujours lente. Même pour juger finalement des cas de malversation financière, a fortiori autre chose. Donc c'est un constat général. Je pense que la justice ne marche pas au rythme que nous aurions souhaité. Parce que nous aurions souhaité que quand un problème se pose, qu'assez rapidement, donc la justice soit capable de se prononcer. Mais chacun de nous sait que lorsqu'il a un problème de gestion à résoudre, avec des responsabilités finalement donc à imputer à telle ou telle personne, si lui-même finalement doit s'en occuper, eh bien les choses sont relativement complexes. Alors on peut comprendre que les juges prennent un certain temps peut-être pour résoudre les questions, mais il faut que tous ces dossiers soient passés, soient effectivement tranchés par le juge. On va dire que votre gouvernance est sous les feux de la critique de l'opposition et d'un certain nombre d'organisations de la société civile qui estiment carrément que vous n'êtes pas à la hauteur de l'immense attente des insurgés burkinabés. La gouvernance dont je suis solidaire. Solidaire, d'accord. C'est une question de sémantique. C'est plus que ça. Parce que quand vous dites votre gouvernance, ça veut dire finalement que je gère effectivement ce que je ne fais pas. Quelque part, vous serez comptable de cette gestion en tant que... Très bien, c'est pour ça que je dis, je parle de la gouvernance dont je suis solidaire. D'accord. Oui, donc cette gouvernance-là, elle a certainement besoin d'être pas seulement améliorée, mais d'être regardée de près, de façon à répondre au mieux aux souhaits, aux attentes des populations. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a des attentes qui ne peuvent pas être satisfaites dans la durée finalement du mandat, durant la durée du mandat. Ce qui est certain. De la même façon comme par exemple la question de l'emploi des jeunes, c'est une question qui ne peut pas être résolue durant un seul mandat de 5 ans. Mais il faut effectivement donc démarrer sa résolution de façon à ce que finalement donc chacun puisse comprendre qu'on a pris donc le taureau par les cornes et qu'on l'a amené donc dans la bonne direction et qu'il peut donc espérer. Et c'est vrai pour un peu tout quoi. Mais
faut dire la vérité, c'est que ce pays a été aussi laissé dans beaucoup de domaines dans un tel état de délabrement que le travail à faire est immense et que parfois on ne sait pas par quel bout commencer. Regardez une situation comme par exemple celle que le Premier ministre a touché du doigt en allant visiter Yalgado. Ça fait 20 ans qu'on dit que Yalgado était un mouroir. Aujourd'hui, il y en a qui semblent le découvrir, c'est pas vrai. Ça fait longtemps qu'effectivement, il y a une insuffisance d'équipement, une insuffisance de personnel, une insuffisance de locaux au niveau de Yalgado. Et que la population de Ouagadougou, la population de Ouagadougou s'est multipliée. Vous savez, elle était de 60 000 habitants en 1960. Elle est aujourd'hui certainement supérieure à 2 millions d'habitants. Et c'est le même seul hôpital public qui est censé desservir finalement les besoins de la population dans ce domaine-là. C'est certain finalement que ça ne va pas. Et qu'on a perdu très certainement l'occasion de multiplier des formations de ce type-là. Bon, bien sûr, on a créé des CMA dans plusieurs secteurs de Ouagadougou, mais ce n'est pas la même chose que de construire un hôpital qui peut concentrer finalement donc, des spécialités, des compétences et des équipements suffisants pour répondre aux besoins de la population de Ouagadougou. S'agissant de ce déplacement de Paul Kabatieba à Yalgado, ouais, connaissant le contexte avec toute la fronde et tout ce qu'il y avait autour, est-ce que vous direz qu'il a fait preuve de courage politique en allant à Yalgado? On peut en discuter. C'était peut-être effectivement le moment pour lui de montrer que, contrairement à ce que les gens croient, il portait une grande attention à cette situation. Et par conséquent, c'était le bon moment pour y aller. Mais évidemment, on pouvait aussi craindre que le personnel lui-même étant déjà en situation de contestation, et que finalement, donc, connaissant, si on peut dire, la façon dont les Burkinabés se comportent souvent, que donc cette visite finalement ne soit mal accueillie. Finalement, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'il y en a qui disent qu'il a eu des huées, c'est pas ce que la presse dit partout, mais il semble qu'en fin de compte, il a réussi à imposer un dialogue avec les travailleurs, et que ceux-ci, finalement, donc, en fin de compte, ont été satisfaits par ses réponses, au point que, sur place, le mot d'ordre de grève a été levé, alors qu'il était là depuis quelques jours. Donc je pense que tout compte fait, ça a été utile. Et ce que certainement tout le monde attend, c'est de voir quelles sont les décisions qui seront prises en fin de compte pour donner une suite à ce qu'il a vu, d'abord au cours de sa visite, et puis aux promesses qu'il a faites aux travailleurs. Le Sinchan n'est certainement pas allé en grève, mais le Front social ne s'est pas pour autant apaisé. Parce que dans la semaine, il y a eu les affaires étrangères, il y a eu le syndicat du ministère de la Culture. On va dire toute cette fronde sociale et ces grèves à répétition. Le gouvernement Kabatieba est chaque semaine sur la sellette. Comment est-ce que vous analysez tout cela? Et ça, c'est depuis ces premières semaines du gouvernement. Hein. C'est une situation très habituelle. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que de temps en temps, ces grèves se durcissent, en sens finalement qu'on passe de 48 heures de grève à 10 jours de grève ou 15 jours de grève, qu'on fait des sit-ins qui durent des semaines ou une semaine au moins devant les ministères et tout ça. Donc c'est une situation qui n'est pas spécifique à la période actuelle. Hein. Et pratiquement, je veux dire, dans les jours qui ont suivi la mise en place du gouvernement, même immédiatement après l'attentat du 15 janvier 2016, eh bien, on a eu ces problèmes de fronde sociale. C'est-à-dire que les travailleurs estiment que, indépendamment de ce qui se passe ailleurs, indépendamment des préoccupations générales du pays, eh bien, ils ont leur propre situation dont ils veulent la résolution. Et par conséquent, tout le monde estime que, je crois que c'est ça, ce gouvernement est plus à l'écoute
de leurs revendications, plus sensibles aussi, peut-être à la démonstration de leur mécontentement. Et par conséquent, donc, tout le monde s'y met, tout le monde exprime son mécontentement, décide de gréver, tout ça. Le problème, c'est que, d'une part, c'est des problèmes qui sont posés, si on peut dire, syndicat après syndicat, c'est-à-dire souvent corporation après corporation, et que donc la résolution d'un problème dans un secteur amène souvent finalement donc le réveil d'un problème similaire dans un autre secteur, et que par conséquent il y a un risque d'incohérence générale dans le traitement de ces situations sociales. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a que de durcir les revendications, de demander le maximum, par exemple, et bien ça pose finalement, pour la gestion générale du pays, des problèmes. Parce que le niveau, si on peut dire, des revendications à satisfaire conduit à des dépenses de gestion du personnel, tout ça, qui sont relativement élevées et qui doivent être prises sur le budget. Par conséquent, on peut comprendre que de temps en temps, ça nécessite finalement donc que l'on revienne sur le budget pour tenir compte éventuellement des accords qui ont été signés avec les travailleurs, tout ça. Sinon, je pense qu'on peut, dans le principe, considérer que c'est normal pour un syndicat ou une organisation du travailleur de revendiquer des améliorations, de demander même finalement donc que les conditions de travail dans lesquelles ils travaillent soient améliorées, mais c'est sûr que la simultanéité des revendications et le fait finalement que bien souvent elles sont quand même assez maximales, hein, puisqu'on a vu que parfois il y avait 85 ou 95 points à satisfaire, il y en avait en tout cas au moins plusieurs dizaines de points à satisfaire dans chaque cas, que les gens demandent non seulement des améliorations qui concernent leur salaire, mais souvent aussi des changements dans les conditions de travail. Il y en a même qui demandent à ce que on ne loue plus des bâtiments privés pour les abriter. Et ce sont des revendications légitimes ou pas? Oui, ce sont des revendications légitimes. Mais ce que je souligne là, c'est l'ampleur, si on peut dire, des conséquences financières que tout ça donc, entraîne. Et par conséquent, c'est sûr que ça crée des difficultés dans la satisfaction et la gestion finalement donc financière, voilà, de satisfaire à toutes ces revendications. Alors, on a eu cette semaine un communiqué du secrétaire général du ministère de la Justice publié par nos confrères du Faso.net ce 8 juin. Et donc, il dit qu'en manga des manifestations violentes, en tout cas devant le tribunal de grande instance, ont entraîné des dégâts sur l'infrastructure judiciaire et certains de ses équipements. Les manifestants entendaient faire libérer un prévenu, en tout cas, en attente de jugement, incarcéré sur la plainte d'un citoyen avec lequel il aurait eu une altercation. Comment est-ce que vous voyez, on va dire, ces violences à répétition, ces infrastructures qui sont incendiées par des manifestants? Bon, il ne faut pas généraliser, ça n'arrive pas tous les jours, ni partout. Par conséquent, c'est souvent des cas quand isolés. même, c'est un phénomène qu'on observe depuis quelque temps. Je conviens, oui. En fait, ce qu'on observe, c'est que souvent, les gens se donnent le droit de régler par eux-mêmes, finalement, des situations qu'ils considèrent comme justes ou injustes. Et ils n'attendent plus que la justice, finalement, se prononce. Ils veulent, finalement, donc, ce qu'ils souhaitent soit réalisé rapidement et bien souvent par leurs propres moyens, d'où le recours à la violence. Mais il est certain finalement que c'est contradictoire avec finalement donc la situation de l'État démocratique qui veut finalement que dans une situation comme celle-là, que les choses soient réglées suivant la loi. Mais on a, je crois, la superposition, et ce sera le cas pendant quelque temps, non seulement des règles démocratiques auxquelles certains sont habitués, pas tout le monde, hein, à savoir qu'il faut attendre que l'affaire soit vue par un juge, que le juge finalement donc se prononce sur la situation en suivant finalement les textes de loi auxquels il doit se référer.
Et puis, cette situation où on considère que non, s'il y a une injustice, il faut la réparer immédiatement et la décision doit être prise immédiatement. Donc, il y aura cette superposition de points de vue pendant quelque temps, avant peut-être que tout le monde convienne qu'en fin de compte, il faut qu'on ait des lois et qu'on suive des lois et des procédures. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'on peut ajouter au cas de Manga, auquel vous avez fait référence, le cas de l'artiste qui ici a été molesté en pleine ville, même si, oui, Adja Divine, même si bon, on discute aujourd'hui pour savoir exactement quels sont les faits et quelles sont les raisons de ces faits. Mais toujours est-il que, manifestement, les gens ont pensé qu'ils avaient le droit de se faire justice. Et ça, c'est extrêmement dangereux. À présent, je voudrais votre commentaire sur le projet de loi portant révision du code électoral. C'est un recul démocratique selon l'opposition politique qui demande le retrait pur et simple, en tout cas, du projet. Quel est votre avis? Oh, je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord une première lettre adressée à ceux qui normalement étaient amenés à donner des avis sur le code électoral pour demander donc leur point de vue sur quelques questions et les prévenir qu'une réunion allait être convoquée afin finalement donc de discuter ensemble ces points de vue. Puis il y a changement de gouvernement, un nouveau ministre arrive, peut-être pas suffisamment briefé par ses cadres, ses directeurs de service, et donc voilà que ces mêmes cadres travaillent sur un avant-projet de loi. C'est un avant-projet, ce n'est pas un projet de loi. Et cet avant-projet de loi est rédigé effectivement de façon, à mon avis, un peu hâtive, puisqu'il intègre des éléments qui sont encore en discussion dans le cadre du projet ou de l'avant-projet de constitution. Et il considère que c'est des acquis, il les intègre. Ça fait beaucoup de projets d'avant-projet. Oui, c'est ça, voilà. Donc, je pense que ça manquait peut-être finalement de professionnalisme. En tous les cas, l'opposition a le sentiment... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, les points qui sont soulevés sont des points relativement mineurs. Ils sont mineurs. Il n'y a pas d'une volonté de suppression quand même de la CENI. Non, je pense que quand on lit le projet, c'est pas vrai. Et ils le savent. Mais qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. C'est ce qu'on dit. Sinon, le terme employé dans l'avant-projet, c'est l'autorité administrative indépendante chargée des élections. L'autorité administrative indépendante chargée des élections. C'est le nom finalement que dans l'avant-projet dont j'ai eu connaissance, de la Constitution, dont j'ai eu connaissance, par lequel on désigne désormais l'institution qui peut être appelée CENI aujourd'hui et avoir un autre nom demain. Mais alors, et comme la Constitution n'a pas été adoptée, l'inclure dans l'avant-projet, ça manque je dirais, ça manque de professionnalisme. Mais il est question aussi d'autoriser les extraits de naissance et les jugements supplétifs. Vous savez, oui, c'est vrai que dans l'avant-projet, c'est mis comme ça. Mais ça n'aurait jamais été accepté, puisque c'était un avant-projet pour lequel on a appelé les partis politiques et certainement aussi d'autres organisations. Mais cet avant-projet, il a été pensé par qui? Ah, c'est pas moi en tout cas. Parce que le pays, on avance ou on recule? Pourtant, pour l'instant, ce n'est pas une décision. Ce n'est même pas un projet. C'est juste un texte sur lequel on demande l'avis de chacun, y compris de ceux-là qui protestent aujourd'hui et qui demandent de le retirer. Il n'a jamais été accepté, ce texte-là. Donc, si jamais ce texte devait être fait l'objet d'un examen, toutes ces critiques auraient certainement été prises en compte. Non, je pense que les gens ont profité de la situation pour donner quelques coups de bâton au service, à une institution ministérielle, mais en réalité c'est une tempête dans un verre d'eau. Ce sont des questions ce sont des points qui soulèvent, mais qui n'auraient jamais passé dans les critiques finalement que pouvait faire tel ou tel parti
de l'opposition ou de la majorité présidentielle, il y a des choses qui n'auraient jamais passé. Par exemple, d'autoriser l'identification d'un électeur par son acte de naissance, ça n'aurait jamais passé. D'autoriser de voter avec un acte de naissance, ça n'aurait jamais passé. C'est ce sur quoi on s'est battu depuis des années, de façon à rationaliser finalement tous ces éléments. Ça n'aurait jamais passé, donc c'est des erreurs grossières. On a pensé que ça aurait pu être possible. Non, jamais. Pourquoi est-ce que ça Je pense que ça veut dire que ce document n'a pas fait l'objet d'un examen très sérieux avant d'être mis à la disposition de tout le monde. D'accord. Et je pense que d'abord il y a eu un changement de stratégie, parce qu'au début c'était donc juste sur quelques questions que les gens devaient donner leur avis sur quelques questions. Puis finalement, c'est un texte qu'on a mis à leur disposition, même s'il est baptisé avant-projet, il est certain finalement qu'il était loin d'être un texte proche de passer ou d'être considéré comme le prélude à une décision. D'accord. Hors de chez nous, on commence par le Moyen-Orient et cette volonté de la dynastie saoudite de mettre en tout cas le Qatar sur le banc de la communauté internationale, en tout cas au Moyen-Orient là-bas. L'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Égypte ont décidé de rompre les relations diplomatiques avec le Qatar qu'ils accusent carrément de financer le terrorisme. Quelle lecture vous avez de cette crise diplomatique? Vous savez, pourquoi il se réveille aujourd'hui? Ça fait longtemps qu'on le dit. Le Qatar est un État arabe, effectivement, qui, depuis plusieurs années, même des dizaines d'années, montre sa volonté d'avoir, si on peut dire, une vision prospective indépendante par rapport aux autres États arabes. Et dans ce cadre-là, effectivement, non seulement ce pays le manifeste par ses investissements à droite et à gauche, mais également dans sa politique extérieure, eh bien, on l'accusait depuis longtemps de financer par des pseudo-ONG un certain nombre d'organisations terroristes. Vous savez que, par exemple, en 2013, on a estimé que, en 2012, pardon, 2012-2013, il y avait, on accusait le Qatar d'avoir une espèce de Croix-Rouge qatarienne qui, en fin de compte, était une couverture pour des organisations comme comment ça s'appelle, l'organisation terroriste qui était à Tombouctou. En Sardine? Non, pas en Sardine. Le Moujao? Le Moujao, oui. Donc, qui était donc une couverture pour aider le Moujao et tout ça. Donc, ça fait longtemps qu'on le dit. Aujourd'hui, il se réveille, il décide donc de passer à l'action, mais en fait, c'est une vieille accusation. Il y a probablement du vrai dans tout ça. Mais pourquoi ont-ils laissé finalement faire jusqu'à aujourd'hui? Je pense qu'effectivement, il n'est pas autorisé que des États comme le Qatar soutiennent les terroristes, mais vous savez, l'Arabie saoudite aussi, on l'a accusé d'avoir fourni des subsides à Al-Qaïda. On considérait finalement qu'elle a permis le financement d'une organisation comme Al-Qaïda de différentes façons. Peut-être qu'elle ne le fait pas aujourd'hui, mais en fait, tout ce qui, pour certains pays, assurait l'expansion d'un certain islamisme ou d'une certaine forme d'islamisme, était considéré finalement donc, comme chose normale. Et finalement, ça correspondait à des ingérences inacceptables pour d'autres pays. Alors, comment est-ce que vous voyez la position du Burkina Faso sur le sujet? Le président Roch Kaboré était récemment à Doha. On se souvient qu'au début de l'année, de son mandat, disons, on a inauguré en grande pompe la nouvelle ambassade du Burkina à Riyad. Ce n'est plus l'ambassadeur Untana qui a compétence sur le Qatar, mais Jérôme Compaoré, qui a pris fonction donc à Doha. Tout cela pour dire que le Burkina a d'excellentes relations et avec le Qatar et avec l'Arabie saoudite. Dans cette crise diplomatique, comment est-ce que vous voyez d'un point de vue des perspectives le Burkina se positionner? Vu que déjà sur le front africain, certains comme le Niger ont déjà rappelé leur ambassadeur, la Mauritanie soutient, comment vous ça va se savez, passer?
L'attitude des pays africains, notamment au sud du Sahara, c'est une attitude souvent très hypocrite. Parce que, de façon évidente, ce qui intéresse ces pays dans leurs relations avec les pays arabes, c'est la coopération économique et même, disons, la coopération financière qu'ils peuvent avoir avec ces pays. Alors donc, le Niger qui vient de rappeler son ambassadeur, il avait son président qui était à Doha avec une importante délégation il n'y a pas si longtemps. C'est vrai aussi peut-être pour le président Roch Kabore, quoique je n'ai pas très bien suivi ça. Mais ça fait partie finalement donc des politiques que nos pays entretiennent avec ces pays arabes riches en pétrodollars. Donc d'avoir une bonne coopération financière qui permette finalement donc de financer les plans de développement. Alors je pense que aujourd'hui, si un pays comme le Burkina Faso rompt avec le Qatar, c'est pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite, en espérant qu'en retour là-bas, l'Arabie Saoudite compensera finalement le manque à gagner. S'ils ne rompent pas les relations diplomatiques, c'est parce que finalement cette crise ne va pas durer éternellement et que demain il faudra bien avoir des relations avec le Qatar. Je pense que tant que le Qatar peut-être ne peut pas être accusé d'être directement intervenu au niveau du Burkina, qu'il n'y a pas de raison finalement que le Burkina ait une attitude nouvelle, parce que finalement il y a des pays aujourd'hui qui ont décidé d'accuser le Qatar de financer le terrorisme. Vous savez, toutes ces informations, c'est sûr que tous les chefs d'État les avaient aussi, mais pour définir leur attitude vis-à-vis du Qatar, c'est sûr qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte. Non, moi je pense qu'il vaut mieux peut-être finalement que nous continuions à avoir les relations que nous avions avec le Qatar et en laissant finalement donc le temps aux pays arabes de régler finalement leurs différends. Merci bien, M. Ouedraogo, d'être passé nous voir. Merci. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain avec un autre invité en direct sur la RTB et sur la Brèche. Bonsoir.